Et je laisse tout de suite la place au professeur Gicquel qui va dire quelques mots de conclusion qui sont toujours très riches, très intéressants. Alors, est-ce que je vous laisse tout seul? Est-ce que... Non, on reste avec vous, on ne va pas vous laisser. Alors, je vais par contre vous laisser le... vous restez, bon. Ah oui, non, très bien. Je peux vous imposer le stature debout. Voilà, voilà. Je ne sais pas comment on fait tout ça. Monsieur le sénateur, Monsieur le sénateur, on m'entend? Bon, Monsieur le sénateur, Madame la députée européenne, Monsieur le secrétaire général du Sénat, chers collègues et amis, chers étudiants, Mesdames et Messieurs. Au moment où notre colloque s'achève, il faut tout d'abord exprimer notre gratitude aux présidents des assemblées, à leurs secrétaires généraux et à leurs collaborateurs pour nous avoir accueillis d'une façon aussi agréable. Il convient également de remercier les initiateurs de ce colloque, l'équipe lilloise, Emmanuel Cartier, Gilles Tout-le-Monde, qui finalement, pris par un bel élan, en sont amenés finalement à reprendre le dynamisme de leur président, mon ami Xavier Van Dendrich. Il faut également saluer la qualité des travaux notamment résultant de regards croisés, d'apports du point de vue juridique, du point de vue de la science politique, des expériences parlementaires, des expériences des administrateurs qui ont donné à notre colloque un panorama tout à fait exceptionnel. Mais il faut surtout saluer maintenant et s'inquiéter de la solitude qui est la mienne. En effet, Francis Delperré, député à la Chambre des représentants de Bruxelles, m'a téléphoné pas plus tard qu'hier après-midi en me disant qu'il était contraint à ne pas venir nous rejoindre dans la mesure où il avait été nommé président d'une commission d'enquête à Bruxelles sur une affaire de vente d'hélicoptères de la France à la Belgique. Bref, sans Francis Delperré, je me sens véritablement orphelin. Alors, dans ces conditions, il me vient naturellement à l'esprit cette célèbre formule de Gustave Flaubert qui disait que la folie consiste à conclure, car tout a été dit dans des termes excellents. Cependant, je ne voudrais pas me dérober. Le temps et le Parlement. Vaste sujet, immense sujet. Le temps, eh bien, on pourrait disserter à l'infini sans épuiser le sujet, en rappelant que c'est peut-être la chose la plus mystérieuse qui soit. Le temps, ce don de Dieu, disait Thomas Mann. Le temps qui n'a d'autre rencontre que le temps lui-même. Effectivement, on s'aperçoit dans ces conditions que le temps est une manière par laquelle le Parlement est amené à le subir, et à le subir au point de susciter, de provoquer des critiques. Outre l'inflation, qui est désormais une notion courante, on dénonce la lenteur, la lourdeur des procédures, au point que le temps parlementaire agace de plus en plus le pouvoir exécutif, d'où la tentation pour le pouvoir exécutif de recourir aux habilitations législatives de l'article 38 de la Constitution, mais nos compatriotes, les citoyens, sont également agacés par la lenteur du temps parlementaire en estimant que les réformes tardent à se produire. Alors, que doit-on en penser? Ces critiques adressées au Parlement me paraissent finalement injustifiées, déplacées, car il faut se souvenir de cette évidence que le Parlement est le seul lieu dans nos démocraties où l'on débat publiquement, où l'on débat contradictoirement des affaires de la société au terme d'une procédure éminemment démocratique qu'est la délibération. Le Parlement est le lieu où on parle. Je n'irai pas jusqu'à prolonger ma formule en rappelant cette facétie douteuse de Victor Hugo, mais effectivement, c'est un cadre effectivement dans lequel le débat a lieu avec tous les avantages que cela produit. Alors, dans ces conditions, quel bilan pourrait-on dresser du Parlement? Tout d'abord, du point de vue du temps, eh bien, on sait aujourd'hui que, pour me référer au Parlement français,
que le Parlement est régi par la session unique depuis la révision constitutionnelle du 4 août 1995. Et il faut dire effectivement que cela a été une très bonne chose, car on ne peut pas admettre le système antérieur des 2 sessions, dans la mesure où il y avait un progrès continu à propos du contrôle, et avec les 2 sessions, il y avait des périodes au cours de laquelle le gouvernement pouvait agir très librement, tant au plan national qu'au plan européen. Mais du point de vue de son activité maintenant, certes, l'article 24 de la Constitution a été révisé lors de la révision de 2008, et pour la première fois, les missions du Parlement ont été clairement affirmées. Fonction normative, fonction juridique, le vote de la loi. Mais à côté, enfin, fonction politique, la fonction de contrôle, contrôle de l'action du gouvernement, contrôle également de l'évaluation des politiques publiques. Or, lorsque l'on met en présence ces 2 activités, on constate qu'aujourd'hui, pour l'essentiel, c'est la fonction législative qui l'emporte sur la fonction de contrôle. Et ceci dans des conditions qui m'apparaissent assez singulières. Quand on souligne la priorité accordée à la fonction législative, on oublie non seulement la rationalisation de l'activité parlementaire, mais on oublie surtout la discipline majoritaire. Tant et si bien que l'on aboutit à ce qui pourrait apparaître de prime abord comme un oxymore, si ce n'était la réalité, le gouvernement législateur. Et j'en viens tout naturellement à l'idée qu'exprimait avec force, avec conviction, le président Philippe Séguin, qui avait, d'une manière synthétique, résumé cette activité parlementaire à laquelle je faisais allusion en disant « Eh bien, aujourd'hui, le Parlement, que fait-il ? Il contrôle l'activité législative du gouvernement. » Alors, c'est en partant de cette constatation que je vais m'efforcer, en toute modestie, compte tenu de la richesse des communications que je faisais allusion à l'instant, de dire que la temporalité nous amène certainement à remodeler ou à repenser ces 2 fonctions respectives du Parlement. Et d'une façon simple, pour ne pas dire simpliste, pour ma part, je me forcerai de résumer ma pensée en disant que désormais le Parlement doit légiférer moins pour contrôler davantage. Et c'est autour de ces 2 idées que je vais m'efforcer, tant bien que mal, plutôt mal que bien, de résumer les actes de notre colloque. Légiférer moins. Eh bien, à cet égard, il faut considérer qu'une recommandation voudrait notamment que l'on s'attache à la qualité de la loi. Et la qualité de la loi, eh bien, aujourd'hui, est quelque peu malmenée, pour ne pas dire ignorée, par la prolixité des lois. On note de plus en plus l'existence de lois fleuves. Et en 2004, 4 lois, la loi Macron, il est vrai, sur l'activité économique, la loi notamment sur l'agriculture, sur la nouvelle organisation territoriale, sur la transition énergétique, ces 4 lois ont rassemblé 740 articles et impliqué 460 mesures d'application. Donc, on peut dire qu'il y a là véritablement un élément tout à fait préoccupant. Deuxième préoccupation, accélérer la procédure législative. Aujourd'hui, en moyenne, le délai de gestation varie entre 3 et 4 mois. Et on s'aperçoit qu'entre le moment où un texte de loi, un projet de loi a été déposé et le moment où il sera promulgué, eh bien, pratiquement, le nombre d'articles a été multiplié par 4 du fait de la montée incessante du flot des amendements. Et puis enfin, en légiférant moins, il s'agirait de redonner à la loi sa crédibilité pour que les citoyens la reconnaissent comme telle. Et en cela, bien entendu, il n'est pas question un seul instant, au moins dans mon esprit et dans le vôtre, de porter atteinte au bicamérisme. On sait combien le peuple français est attaché au bicamérisme, à preuve l'échec du référendum général de Gaulle de 1969, et nos amis italiens l'ont encore rappelé il y a quelques jours de ça. Alors, sous le bénéfice de ces quelques observations, comment effectivement légiférer moins ? On pourrait, me semble-t-il, tout d'abord, partager l'initiative législative et, en second lieu, bien sûr, encadrer strictement le droit d'amendement.
Partager l'initiative législative, c'est la grande idée de la démocratie participative, de la démocratie qui se veut désormais de plus en plus numérique. Alors de ce point de vue-là, première idée, ouvrir l'initiative en matière référendaire. Certes, cela existe aujourd'hui au titre de l'article 11 de la Constitution, tel qu'il a été explicité par la loi organique du 6 décembre 2013. Mais l'on sait combien cette idée a été adoptée, mais vraiment du bout des lèvres. On sait combien ce système est d'une complexité, comment 1/5 des parlementaires devront ensuite obtenir le soutien d'1/10 des électeurs. Tout a été fait pour empêcher pratiquement une telle initiative. On pourrait également rappeler que le référendum existe au plan local, sur la base de l'article 72.1 de la Constitution. On pourrait également élargir le droit de pétition. Le droit de pétition notamment qui existe au plan local pour permettre aux électeurs de faire inscrire une question à l'ordre du jour d'une assemblée délibérante. De même, le droit de pétition au titre du Conseil économique et social. Il y a même eu une pétition notamment à propos contre la loi mariage pour tous. Et puis surtout, on pourrait songer notamment à l'utilisation du numérique. Contre la loi El Khomri, une pétition a recueilli, si je ne m'abuse, cette année, plus d'1 million de signatures. Et puis, il y a bien sûr la grande idée, notamment le système des consultations en ligne. Le système des consultations en ligne, dont la loi pour la République numérique a donné un exemple, et Mme Axelle Lemaire rappelle à cet égard que plus de 21 000 internautes ont été concernés. Alors, effectivement, voilà certainement une voie de l'avenir. Et comme le plus grand des hasards, aujourd'hui au Sénat, qui est décidément une assemblée généreuse, il y avait la rencontre notamment pour le partenariat pour un gouvernement ouvert. On a presque envie de dire, mais pourquoi, notamment ces participants, ne nous ont pas rejoints? Car c'est effectivement l'avenir qui se joue à bien des égards. Alors effectivement, le numérique, c'est très bien. N'est-ce pas également un encouragement, une prime pour l'intervention des groupes de pression? Appelons un chat un chat. De même, pour la sécurisation, on peut parfois s'inquiéter. Et je prendrai un exemple qui nous concerne tous. C'est le vote de la loi du 1er août 2016 qui va modifier les conditions d'inscription et de radiation sur les listes électorales. Eh bien, au terme d'une démarche bipartisane, notamment à l'Assemblée nationale, il a été prévu que c'est simplement au plus tard le 31 décembre 2019 que ce projet entrera en application et que ce projet confiera notamment à l'INSEE d'avoir un tableau unique des inscriptions et des radiations. Parce qu'il faut entourer cette démarche de la plus grande sécurité. Et jusqu'à présent, il y a parfois quelques doutes en ce domaine, ce qui explique, entre parenthèses, que le vote, notamment électronique, soit, disons, limité parce que la sécurité n'est pas pleinement assurée. Deuxième idée, notamment, encadrer le droit d'amendement. Alors, je sais bien que le président Larcher a dit un jour que c'était un droit sacré. Il avait 1000 fois raison, car c'est par le droit d'amendement, effectivement, que l'activité parlementaire s'exprime de la façon la plus claire. Mais on ne peut plus accepter aujourd'hui la manière dont ce droit d'amendement s'exprime, et je fais ici abstraction du recours, notamment à des mécanismes tels que le temps législatif programmé ou le temps législatif concerté. Je fais abstraction du recours à l'article 49 alinéa 3, s'il le faut, à l'Assemblée nationale. Et je fais même aussi abstraction d'une procédure spéciale qui a développé le Conseil constitutionnel depuis 2005, lorsque le rapporteur demande dans son questionnaire au secrétaire général du gouvernement de bien pouvoir préciser la portée notamment de tel ou tel amendement. Non, je voudrais faire ici allusion à des techniques qui me paraissent être extrêmement heureuses et qui sont mises en place au Sénat. Eh bien, au Sénat, notamment, en application d'une résolution de 2015, l'instruction générale du bureau a été modifiée au point désormais de permettre aux commissions de veiller
plus scrupuleusement qu'elle ne faisait jusqu'à présent aux irrecevabilités de l'article 40 en matière financière, de l'article 41 en matière réglementaire et de l'article 45, notamment dans les relations entre les deux assemblées au nom de la politique de l'entonnoir. Eh bien, effectivement, les commissions adressent, et là je parle sous le contrôle de Monsieur le secrétaire général du Sénat, adressent au président du Sénat, puisque désormais les présidents du Sénat ont la possibilité, comme le gouvernement, de veiller au respect des irrecevabilités, adressent notamment une liste des articles ou des amendements qui, à l'évidence, qui manifestement ne relèvent pas du domaine de la loi ou qui manifestement sont dépourvus de tout contenu normatif. Eh bien, à cet égard, au mois d'octobre dernier, à l'occasion du débat sur un projet de loi, notamment le projet de loi, je cherche son nom, pardonnez-moi, égalité et citoyenneté, 114 amendements ont été frappés d'irrecevabilité et des amendements qui émanaient aussi bien des différents groupes du Sénat que du gouvernement. 114 amendements donc ainsi frappés d'irrecevabilité, soit 15% des amendements. Donc voilà effectivement une direction qui me paraît être utile. Mais il y a mieux au Sénat. Il y a mieux au Sénat, à savoir qu'à propos de la modification de son règlement de 2015, une expérimentation est tentée entre 2015 et 2017 qui permet désormais d'envisager que les commissions puissent adopter à leur niveau le droit d'amendement, alors que le droit d'amendement peut s'exercer en commission et en séance. En effet, avec les garanties qui s'imposent, à savoir que le gouvernement peut manifester une opinion contraire. Un président de groupe peut également manifester une opinion contraire, ce qui garantit sur les droits des groupes de l'opposition et les groupes minoritaires. Eh bien, la conférence des présidents peut décider que le droit d'amendement s'exercera en commission. Il sera en commission, mais que pour autant, la séance plénière, bien entendu, ne sera pas annulée, la séance plénière se limitant à des explications de vote et au vote notamment sur le texte. Alors, effectivement, cette disposition me paraît être très encourageante. Et à ce jour, il y a eu 4 applications, à la demande du président du Sénat. Eh bien, la commission des lois a agi de la sorte à propos d'une proposition de loi organique visant la dématérialisation du journal officiel. Également, à l'initiative du président du Sénat, une proposition de loi sur le statut de Saint-Barthélemy. Et devant la commission des affaires sociales, c'est à l'initiative du groupe des Républicains que ce système a été utilisé d'une façon très avantageuse pour gagner du temps, à l'égard notamment de 2 propositions de loi ratifiant 2 ordonnances, l'une notamment sur les actionnaires des sociétés anonymes et l'autre sur l'Agence nationale de la santé. Alors, on peut espérer, en tout cas je l'espère personnellement, que cette procédure d'expérimentation soit pérennisée pour nous rapprocher, et pourquoi pas un jour pour imiter le droit constitutionnel italien, car vous savez qu'en Italie, les commissions votent notamment les lois avec bien sûr des réserves. Bref, le système italien des leggine, voilà effectivement un problème. Alors d'autant plus que l'avantage de ce système mis en place par le Sénat depuis 2015, c'est qu'il y a 2 phases en une. Il n'y a pas une perte de temps, c'est-à-dire que des amendements qui ont été rejetés en commission ne peuvent pas à nouveau être présentés en séance plénière. Troisième moyen à propos des amendements, eh bien, c'est se tourner du côté du gouvernement. Car le gouvernement porte une lourde responsabilité dans l'accroissement des amendements. Et à cet égard, par une circulaire du 30 octobre 2015, signée du Premier ministre Manuel Valls, il a été instamment demandé à nouveau au SGG de veiller scrupuleusement au respect de l'article de répartition des domaines de la loi et du domaine du règlement, de même que l'on pourrait, à cet égard, suggérer, pour éviter au gouvernement quelques déconvenues du côté du Conseil constitutionnel. Souvenons-nous d'une loi Taubira en 2015 qui a été pratiquement vidée de son contenu par le Conseil constitutionnel parce qu'elle ne respectait pas les règles de procédure. On pourrait suggérer au gouvernement
d'en appeler au Conseil d'État. Et comment? Eh bien, il existe une procédure, ce qu'on appelle une lettre rectificative. Une lettre rectificative qui est un projet de loi innommé, comme l'a dit un jour le Conseil constitutionnel, et qui permettrait au moins d'introduire la sécurité dans le débat parlementaire et éviter au gouvernement d'être censuré comme il l'est parfois. Alors voilà donc quelques idées. J'en viens maintenant, deuxième idée, à l'idée d'un contrôle qu'il faut que le Parlement contrôle davantage. Contrôler davantage, eh bien, il y a une base à cette idée, c'est celle qui figure à l'article 15 de notre déclaration de 1789, au terme de laquelle la société a le droit de demander compte à tout agent de son administration. Eh bien, ce texte, d'une portée très générale, pourrait parfaitement être invoqué pour justifier ce développement du contrôle. Alors le contrôle, chacun le sait, est une notion ramifiée, rarement une notion n'est aussi diversifiée, mais il faut dire qu'il y a aujourd'hui une tendance à dire que le salut du Parlement viendra certainement de cette exigence qu'il manifestera au titre du contrôle. Alors, en ce domaine, il faut tout d'abord constater qu'il y a au cours des dernières années une avancée du contrôle. Mais j'irai bien au-delà de dire qu'au-delà de cette avancée, il faudrait même songer un jour à une véritable percée dans un domaine essentiel. Alors ce que j'appelle ici l'avancée du contrôle. Alors très rapidement, cette avancée du contrôle, elle se manifeste dans des domaines très différents. C'est l'article 88-6 de la Constitution qui permet à chaque assemblée, par un avis, de contester la manière dont le principe de subsidiarité est appliqué au plan européen. Et l'on sait combien le principe de subsidiarité est un moyen, effectivement, par lequel les instances européennes ont parfois tendance à oublier l'autonomie de chacun des États membres de l'Union européenne. Cette avancée se manifeste également dans le domaine du renseignement, matière sensible s'il en est. Il faut rappeler qu'une délégation pour le renseignement a été créée en 2007 et que la loi Urvoas, il faut bien citer comme le nom de notre collègue, mes chers collègues, la loi Urvoas du 24 juillet 2015 a rappelé effectivement que le renseignement faisait partie des droits fondamentaux de la nation et fait que désormais des parlementaires sont associés à ce domaine. Il faut rappeler également, hélas, compte tenu de l'actualité, qu'en application de l'article 35 de la Constitution, c'est le Parlement qui autorise le maintien de troupes françaises à l'étranger au-delà de 4 mois. Il faut rappeler également l'état d'urgence. L'état d'urgence. Eh bien, lors de la proclamation de l'état d'urgence au mois de janvier dernier, eh bien, la loi du 3 avril 1955 a été modifiée, et dans ce dernier état, c'est la loi du 21 juillet 2006, qui permet à la commission des lois de chaque assemblée d'exercer les droits des commissions d'enquête et d'agir notamment pour faire en sorte que la légitime défense, notamment de l'État face aux terroristes, eh bien, n'ignore pas totalement l'État de droit. Il y a même aussi une autre avancée, et je n'insiste pas outre mesure, face notamment au décret d'application des lois. Quand on songe à la loi Macron qui impliquait 14 lois d'habilitation, 95 décrets d'application, l'Assemblée nationale a été émue par ce chantier normatif immense et elle a créé notamment une mission d'évaluation pour contrôler, en rappelant effectivement que c'était le Sénat qui, en 1972, le premier, avait imaginé finalement qu'il ne fallait pas laisser une liberté totale au gouvernement dans ce moment. J'en viens maintenant à cette idée d'une percée dans un domaine qui me paraît essentiel. Quand je parle de percée, eh bien, je fais ici allusion au domaine de la loi de finances, au domaine de la loi de financement de la sécurité sociale. La loi de finances, c'est l'acte politique essentiel. C'est l'acte politique essentiel. Et je dirais finalement que la formule célèbre d'Edgar Faure, vous en souvenez, la liturgie, la léthargie, la litanie, eh bien que cette formule conserve, hélas, encore sa sagacité, même au lendemain de l'entrée en application de la fameuse LOLF, là encore, loi d'origine parlementaire, comme chacun le sait. En effet, à quel spectacle assistons-nous? Et je ne voudrais pas être désagréable, monsieur le sénateur, en disant cela. À quel spectacle assistons-nous? Tout d'abord,
un débat parlementaire, un débat budgétaire au printemps, débat d'orientation budgétaire. Ensuite, à partir du mois d'octobre, un débat qui va se prolonger avec le butoir pendant 70 jours, puisque la loi de finances est une loi obligatoire et on doit faire en sorte que ce délai soit. Et puis enfin, l'année suivante, au mois de juillet, on assiste à un spectacle assez particulier. Le vote de la loi dite de règlement, qui est la loi de résultat, loi qui théoriquement doit permettre au Parlement de contrôler l'exécution de la loi. Alors effectivement, on aboutit à ce résultat d'une disproportion manifeste. Un trimestre, pratiquement, pour le vote de la loi de finances, sans compter, hélas, depuis quelque temps, la multiplication des lois de finances rectificatives. Et pour ce qui est de la loi de règlement, ça se passe pratiquement au mois de juillet, vers le 20 juillet, en 1 heure, disons 2 heures, dans l'indifférence bien souvent générale, cette loi de règlement est votée. Alors je me demande, dans ces conditions, s'il ne serait pas utile, enfin, d'inverser purement et simplement ces délais. Et en disant cela, je n'ai aucune singularité, aucune originalité, car c'est une idée que développe de plus en plus le premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud, et qui, à la réflexion, me paraît être extrêmement utile, parce que là, il y aurait vraiment un gain de temps réel, parce que soyons clairs, et je ne voudrais pas, une fois de plus, être désagréable à l'égard de la représentation nationale, le Parlement modifie vraiment à minima, le contenu de la loi de finances pour dire qu'il y a peut-être là un moyen de dégager du temps. Bref, j'ai abusé beaucoup du temps qui m'était reconnu et qui m'était attribué, et je voudrais maintenant conclure. Conclure cette belle fête du droit parlementaire, cette belle fête également de la science politique, parce que ce matin, le juriste que je suis a appris beaucoup de choses de mes collègues politistes, et puis on apprend toujours beaucoup des acteurs que sont les parlementaires et les hauts fonctionnaires. Et je dirais finalement que ce colloque sur la temporalité a montré notre sollicitude à l'égard du Parlement. Notre sollicitude à l'égard du Parlement, et je ne doute pas effectivement que ce qui vaut pour les individus vaut pour le Parlement, à savoir vivre, c'est s'adapter. Vivre, c'est s'adapter, et de dire finalement que le Parlement, comme toutes les institutions actuelles, est amené bien sûr à évoluer face à des changements extrêmement rapides qu'implique cette société numérique qui s'avance et de façon définie. Et il faut à cet égard rappeler que le Parlement, c'est en quelque sorte, comme on le dit souvent, la nation assemblée. Il faut rappeler également que la première liberté politique dont nous avons bénéficié, c'est celle de la représentation. Et je crois que, quelles que soient les critiques adressées à la représentation, on n'a pas trouvé encore à ce jour un système plus fidèle pour exprimer, pour traduire la volonté des citoyens. Alors, si je devais conclure, eh bien, je reprendrai volontiers à mon compte cette admirable formule de Clémenceau qui affirmait « Gloire aux pays dans lesquels on parle ». Merci. Merci beaucoup, chers collègues, pour ces mots très, très enrichissants. Je tiens à remercier bien évidemment les intervenants, le public, ceux qui ont organisé avec moi ce colloque sur 2 journées, tous les acteurs qui ont participé aux travaux pendant 2 ans, et évidemment les partenaires qui nous ont accompagnés à la fois financièrement et scientifiquement sur ce parcours qui se prolongera bien évidemment avec un projet de travail sur l'ensemble des États de l'Union européenne, mais qui nécessitera dans un premier temps de constituer un réseau, puis ensuite de faire financer, bien évidemment, puisque c'est le nerf de la guerre aussi pour les universitaires, ce travail de recherche. Merci à tous et bonne soirée.